Alors bienvenue officiellement cette fois-ci et on fait une prise de refuge et on commence. Sonam sangye chodang tsoge chodam la chancho parado dane chapsuj dage jen tsoge pe sonam ge rola penchir sangye rom paraisho. Un texte que vous connaissez bien, hein? Sangye che tang tsoge chonam la chongchup paratu dani kyapsulti dagi jinso gipe sonam ki drola pinchir sangye du parasho. Quand on dit drola, ça vous dit quelque chose ou pas? Vous avez déjà tout oublié, c'est dans les limbes ou dans les nimbes, je sais pas, dans les limbes plutôt. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Drola? Dro? Oui? Ok, les êtres, hein, a priori. Hein, Sangecho, donc, Tsogicho, Tsogicho, ça vous dit quelque chose? Oui? Ok, ouais. Sublime Sangha, c'est ça? Tout le monde l'avait sur le bout de la langue? Ok, parfait, ouais, il n'y a pas de doute. Vous n'hésitez pas, hein, vous ouvrez votre micro à des moments. Bon, c'est vrai que des fois, quand tous les micros sont ouverts, il peut y avoir des petites interférences, mais il n'y a pas de problème. Donc, Sangye Chö Tang Tsoge Cho Namla, a priori, on pourrait dire que cette première partie du texte, ça ne veut pas dire qu'elle doit être reçue, on n'est pas là du tout pour... on n'a pas des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, mais c'est certain que chaque fois, ça vous donne l'occasion d'acquérir le vocabulaire, ça vous donne l'occasion... Parce qu'acquérir le vocabulaire, mine de rien, c'est en plus des particules, des mots repères. Surtout dans cette première partie de texte. Hein. Sangye, che, sogi, cho, nanla, chongchup. L'éveil, hein, chongchup, maintenant c'est clair pour tout le monde, je pense. Si vous voulez, si vous dites jusqu'à l'éveil, ça donne quoi? Par exemple, voilà, Joël, tiens, je vais faire un peu comme les profs en classe. Alors, Joël, comment dit-on jusqu'à l'éveil? Partout. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très bien. Ouais, ouais, Changchou partout. Et du coup, ben, par exemple, Frédéric, alors de l'âge, parce qu'on en a plusieurs de Frédéric, oui, je crois. Hein, tac, tac, tac. Non, peut-être pas là maintenant. Ok, bon, bref. Alors, Frédéric, si tu dis jusqu'à Paris, tu dirais comment? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Paris, Paris, partout. Jusqu'à, ouais. c'est la même chose. Hein? Changchou partout ou Paris partout, c'est la même chose. Ce que je veux essayer de vous montrer ici, c'est le côté créatif que vous pouvez développer sur la base des mots qu'on voit. Il n'y a pas du tout besoin de... Alors, c'est peut-être pas toujours évident d'avoir le réflexe, mais chaque fois que vous avez une structure, même simple, qui est porteuse de sens, de toute façon, tout est porteur de sens, on est bien d'accord, mais disons, quand on dit jusqu'à l'éveil, demandez-vous si vous pouvez l'utiliser dans un autre contexte. En général, c'est oui. Parfois, il peut y avoir, mais c'est vraiment parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des constructions qui sont vraiment particulières et qui sont, voilà, dévolues à ouais, une expression très rare, ça peut se produire. Mais la plupart du temps, même s'il y a des différences entre la langue parlée et la langue écrite, parce que la langue écrite est une langue savante, c'est un peu différent pour nous en français. C'est bien sûr, on peut écrire d'une manière savante en français, il n'y a pas de doute, mais on parle à peu près comme on écrit le journal. Ce qui est très différent en tibétain. Il y a une assez grande différence. Alors, sans même parler des textes, alors on parle très peu comme on écrit dans les textes, même si il y a aussi beaucoup de textes, même classiques. La vie de Milarepa est un bon exemple, qui est truffé d'expressions de la vie du langage populaire, et même des tournures de phrases qui font penser au langage populaire. Donc il y a quand même beaucoup plus de liens qu'on peut imaginer entre le tibétain littéraire et le tibétain parlé. Je vous dis ça parce qu'il y a une espèce de mythe là autour qui consiste à penser que c'est vraiment on pourrait dire, deux univers complètement étanches, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment des univers qui sont en lien les uns avec les autres. Donc quand on dit Changchou partout, jusqu'à l'éveil, on dit Paris partout. Ou on dit jusqu'au temple. Si par exemple on voulait dire le temple pascal, comment tu dis jusqu'au temple? Lacan Batu. Oui. Lacan. Alors après, la prononciation. Lacan partout. Parce que Lacan. la, c'est un expiré. Lacan,
Et puis c'est partout, parce que c'est le troisième pas. Hein. Le premier, c'est toujours le son A fondamental, pas. Le deuxième, expiré O, pas. Le troisième, on pourrait dire expiré bas, pas. Donc partout. Donc vous dites chacun partout. Voilà. Donc ça, c'est juste une manière, je pense, oui, que je trouve, alors personnellement je la trouve intéressante, mais parce que je la trouve pédagogiquement assez efficace, qui consiste à réutiliser, il y a vraiment une idée de réutiliser. Donc un conseil que je pourrais vous donner, c'est de chaque fois sur un cahier ou n'importe, quel que soit le support, vous notez ce qui vous semble être les trucs. C'est de l'ordre de la boîte à outils, c'est de l'ordre du bricolage. Quand vous faites du bricolage, en général, les bricoleurs, ils gardent toujours les bouts de bois, voilà, les quelques clous, n'importe. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va leur être utile. Ben, nous, on est un peu pareil. C'est-à-dire, on bricole. C'est-à-dire qu'on apprend, mais on apprend par tâtonnement, on apprend en se constituant une connaissance. Et cette constitution de la connaissance, elle se fait par des bouts de choses. Et donc, ça, c'est typique d'une manière assez efficace d'apprendre, qui consiste à, vous prenez le texte, et chaque fois que ça vous fait tilt, vous dites, tiens, hop, je le garde. Ça devient une phrase type. C'est le principe des phrases types. Et je pense que les phrases types peuvent être très utiles. Alors par exemple, là, Dagi Jinso, quand on dit Jinso, Jinso, ça veut dire quoi? Par exemple, je sais pas, Elsa? J'en ai aucune idée parce que je suis le cancre de la classe. Non, Mais vraiment, c'est je sais pas. parfait, Je suis c'est désolée. parfait, Bah, parfait. il en Donc, faut un. Tu vois, donc, il faut toujours un cancre. Donc on est deux. Parce que moi j'ai une grande, voilà, j'ai une grande, comment dire, carrière de cancre. Une grande carrière de cancre. Je pense que au fond de moi, je dois être encore cancre. Donc je peux être solidaire avec ta cancritude. Il n'y a aucun problème. L'intérêt d'être cancre dans une classe, c'est que les autres peuvent venir à notre secours. Donc qui vient au secours d'Elsa? Alors c'est là où on découvre que en fait, ben il y a d'autres cancres, mais dans d'autres domaines. Alors, Jin, c'est donner. Oui, Jin, c'est donner. Et So, c'est etc. bravo. Donc Jinso, voilà, Jinso. Du coup, le fait de le voir comme ça, on est un peu moins cancre après, parce que ça nous rappelle les choses. On se dit ah ouais, Jinso. Et je suis complètement partisan d'un rapport affectif avec la langue. Et affectif, ça veut dire que même là, du fait de partager ce que les uns connaissent ou autres, ça nous la rend vivante. Sinon, on se retrouve seul avec une espèce de matière qu'on doit emmagasiner. C'est peut-être pour ça que c'était un peu compliqué pour moi à l'école, parce que je ne comprenais pas très bien le rapport avec les choses un peu plus organiques. Et je pense que d'avoir un apprentissage de la langue qui passe par la réutilisation de la connaissance, la transformation de la connaissance, ça c'est quelque chose de très utile, très efficace, il me semble. Donc voilà, ok, c'était un petit rappel. Hein, si on doit dire Bouddha, Dharma et Sangha, comme ça, en tibétain, vous le dites comment? Qui, par exemple, je ne sais pas, Géraldine ou... Oui, Géraldine, oui, oh, bon, mais si tu veux pas, c'est pas de problème en même temps, mais tu vois, bon, Ouais. Bah, moi aussi, je suis cancre dans le groupe 1. super, donc ben, on va faire un club à Regardons. l'intérieur du... Il n'y a pas de problème. Bouddha, c'est Sangé. Oui, C'était quoi les autres mots que tu Bouddha, as demandé? Dharma, Sangha. Dharma, Che. Ouais, Non, oui, oui, Che. oui. Sangé, Che Tong. So, assemblée. Parfait, magnifique. Voilà, c'est le début, c'est la première phrase. Ouais, mais c'est très bien. Oui, ben, voilà, non, mais alors c'est ça. Ça, c'est typique du cancre. C'est-à-dire le cancre s'excuse toujours de savoir. Donc, ne nous excusons pas de savoir un peu de quelque chose. Donc, soyons détendus dans notre cancritude. On est tous des cancres, tout va bien. Donc, Sangye, Tang, Tso, Gi Cho Namla. Parfait. Donc voilà, je pense que c'est toujours utile qu'on se refasse des petites balades parce que ça, c'est l'intégration. Et puis du coup, le texte, c'est pas juste un truc qu'on récite gna, quoi. Bon, voilà. Et du coup, j'ai une question, Oui, bah bien sûr. Jean-Marc, si je peux poser. Bah ouais, Ça, vas-y, ça hésite fait jamais. longtemps, sur la première phrase, ça fait longtemps qu'elle me taraude. Pourquoi on ne dit pas Sangé, Tang, Che, Tang, tu vois, mettre et entre Sangé et... Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a
Il y a deux réponses. D'abord, la première, c'est une réponse très bête, c'est qu'on peut le faire. Donc, pourquoi pas ne pas le faire? C'est-à-dire que le tibétain est une langue super souple. Et heureusement, parce que vu qu'ils écrivent énormément en forme versifiée, il faut qu'il y ait une souplesse dans la construction de la langue qui nous permette de le faire. Maintenant, donc la première réponse, c'est que c'est tout à fait possible de le dire comme ça. Maintenant, en bons orientaux qu'ils sont, et je dirais qu'au bout d'un moment, ça peut déteindre sur nous, on peut partir du principe qu'on est plutôt dans du « et » que dans du « ou ». C'est-à-dire, c'est pas on écrit comme ça et pas comme ça, ou alors on écrit comme ça ou comme... Voilà, on est plutôt dans du genre... Non, ce que je veux dire par là, c'est peut-être pas clair, c'est qu'on n'est pas dans des impossibilités. Il y a une souplesse de la langue qui nous permet de dire les choses comme ça et autrement. Et donc, dans le « et autrement », c'est qu'on peut très bien dire « sangé, tang che, tang tso », tang gendun, parce qu'on peut aussi utiliser le terme de gendun, et on peut mettre un tang en milieu de tous les mots. Ça aussi, c'est une réutilisation de la phrase dans un contexte parlé. Si on veut dire, parce qu'on a vu aussi la possibilité de dire « il y a », alors on n'en a pas parlé dans la dernière leçon, mais je l'ai mentionné sur le PDF, et d'ailleurs on le verra cette fois-ci. Si on veut dire « il y a des Bouddhas, des Dharmas et des Sanghas », alors dans ce cas-là, on le dirait comment? Alors je ne sais pas, par exemple, Guy, ou oui, Guy peut-être. Oui, il y a des... Il y a des Bouddhas, il y a des Dharmas, il y a des Sanghas. Mais en essayant de construire une phrase, voilà, tu es, je sais pas, tu es au Népal, et puis tu as un Népalais tibétain, réfugié, comme beaucoup là-bas, et puis qui te dit, est-ce qu'il y a des Bouddhas, Dharmas et Sanghas en France? Et puis toi, tu lui dis, oui, il y a des Bouddhas, Dharmas et Sanghas. Et tu le dirais comment? Je dirais Francila, Sangué, il y a des Bouddhas, des Dharmas et des Sanghas. Francila, Sangué, Chetan, Sok, Dou. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas, on va dire... La façon dont moi je le vois. Non. Alors, écoute, alors moi j'aime beaucoup ce genre de phrase parce qu'elle n'est pas exacte et c'est très bien parce que le but d'une langue c'est de communiquer. Donc il y a toujours deux niveaux. Il y a vraiment l'exactitude à laquelle on peut tendre et puis on a, pourquoi pas, c'est bien. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'une langue c'est d'abord un outil pour communiquer. Et donc il nous faut nous permettre une certaine latitude dans la communication, et je trouve que là tu t'en sors très bien, parce que tu dis déjà Parensila ou France-là, les deux pourraient marcher. À partir du moment où ton locuteur te comprend, on est bon. En tout cas, la particule, elle est placée, et ça c'est très important. France-là, Parensila, Hlakang-là, etc. Et ça c'est une sorte de réflexe qu'on peut acquérir, c'est-à-dire que quand il y a une localisation, on met une particule. Pourquoi? Parce qu'on Pourquoi le savoir? Parce que vous allez le revoir sans cesse dans le texte. Donc ça, c'est juste l'histoire. Ok, on repasse là-dessus. Une particule localisée, je fais comment? Eh bien, c'est un mot ou un groupe de mots plus le là. Ça, c'est l'explication la plus simple que je puisse donner. Donc, France là. Puis ensuite, sangye, tang, che, tang. Alors, tso, d'où, tu as dit. Non, mais très bien, tu as dit d'où. Et puis, yore. Yore, ça aurait été parfait. Sangye, tang che, tang gendun yore. Et là, c'est parfait. Et en fait, mine de rien, voilà, le miracle se produit. On peut se mettre à parler le tibétain sans même avoir vraiment appris le tibétain. C'est-à-dire, on est en train de l'apprendre, mais on est en train de l'apprendre par la marge. Donc, et là, c'est bien. On rentre dans le terrain vague. Donc, on construit les choses comme ça. Et je pense que c'est très utile. Donc ça, c'est typique, encore une fois, c'est un exemple, parce que là, j'avais envie de vraiment vous permettre de comprendre, de décrocher quelque chose, parce que c'est conceptuel, le décrochage. C'est-à-dire vraiment se dire, ok, tout ce qu'on voit, ah oui, ça peut me servir dans d'autres contextes. Et là, c'est encourager votre créativité. Vous dépiotez le texte et vous réutilisez le texte dans d'autres contextes. Et comme ça, vous l'intégrez. C'est une manière de faire que ce texte devienne le vôtre. Sinon, c'est toujours que le texte de Chenrezig.
Et d'ailleurs, on récite le texte de Chenrezig, donc il appartient à Chenrezig, il ne nous appartient pas à nous. C'est une drôle de manière de dire d'ailleurs. Mais bon. Mais on se comprend, évidemment. Donc voilà, ok. Ça, c'était un petit rappel de ces différents éléments. Donc maintenant, on peut reprendre. Oui, Excuse-moi, bien je sûr, peux bien sûr. poser une question par Oui, 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 rapport aux toujours. particules. Oui. Et donc, la particule, c'est bien A qui coule I, mais dans la phrase juste au-dessus, il y a A, Naro, O, Ta, E. Là, c'est pas une particule. La particule, c'est vraiment comme c'est A, Kiku, I. Alors, dis-moi peut-être dans quel endroit ou où tu regardes exactement. Comme ça, je pourrais mieux te répondre. Pardon. La première phrase du texte d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Ok. Là, c'est la particule. D'accord, quand tu me parles de ça, hein, A, Gigou, I, hein, on est d'accord, hein? Ouais. Donc là, c'est la particule. Et dans la phrase suivante, attends, oui. Oui. O, Naro, O, Ta, E. Ok. Là, c'est une particule. Non, tout à fait. On est complètement d'accord. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, ben, parfait, on va switcher. Là, on a fait un petit peu de révision, un peu d'intégration et un peu de créativité et de construction avec les différents éléments qu'on a vus. Parfait. Maintenant, on peut passer effectivement au texte. Et là, Régine, tu pointes quelque chose de très intéressant, c'est que le A, ici, qu'on voit ici, et le A qu'on voit ici, effectivement, c'est le même A. Là, il n'y a rien à dire. Et on voit très bien cette souplesse de la langue. C'est-à-dire que le A, c'est une manière de dire que le A, il n'est pas destiné, on pourrait dire, à n'être qu'un génitif. Comme ici, c'est le cas. Le A, on va pouvoir le trouver ici, comme lettre principale, et on va pouvoir le trouver ailleurs comme préfixe ou pas. Oui, et on va pouvoir le trouver ici comme préfixe, par exemple. Ce qui fait que on est encore une fois dans cette espèce de, oui, j'allais dire souplesse, mais c'est un peu une sorte d'élasticité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue effectivement à être dans des catégories. Voilà. D'ailleurs, en plus, il faut qu'on s'habitue vraiment par rapport au génitif. Pourquoi? Parce qu'on a vu le génitif, c'est une particule morphologiquement variable. Donc elle a plusieurs formes. Et une des choses qu'on va devoir faire, c'est le repère, c'est de pouvoir repérer les formes des particules au fur et à mesure qu'on va les voir. Ça va nous prendre un peu de temps, mais donc du coup, la question est bonne parce que, ok, il y a déjà le repère que le A peut être particule, puis ensuite, plus c'est clair quand il est A, Gigou, I, particule génitive, plus ce sera clair qu'ici, en tout cas pas, ça ne peut être une particule. Et donc cette clarté concernant A, Naro, O, Ta, E, elle viendra toute seule. Mais c'est vrai que par exemple l'autre jour, il y a une semaine, je vous ai dit, quand une syllabe, quand on a une syllabe comme ça et quand on a une lettre qui est marquée par un signe voyelle, cette lettre marquée par un signe voyelle, c'est la lettre principale. Je vous ai dit ça. Donc effectivement, et j'ai pas eu tort, parce que c'est ce qu'on doit dire. Évidemment, il faut que je vous le dise. Maintenant, du coup, évidemment, si on a ça ici, on se dit, oui, mais attends, l'autre, là, il m'a dit que quand c'était marqué par un signe voyelle, c'est la lettre principale. Donc ici, c'est la lettre principale. Alors, on pourrait se dire, oui, donc il y a une erreur quelque part. Non, il n'y en a pas vraiment, en fait, et c'est la particularité. Et ici, pour une raison simple, c'est que quand on voit cette syllabe, on a un pas ici. Et le pas ne pourrait jamais être préfixe. Alors ça, vous ne le savez pas encore. Mais vous allez finir par vous rendre compte que les préfixes, il y en a 5. Et qu'encore une fois, soit vous les apprenez par cœur. Moi, je déteste ce genre de truc, parce que, je déteste. C'est pas que je déteste, mais je doute de l'efficacité de ce genre de choses. Si je vous dis, vous apprenez les préfixes par cœur pour la prochaine fois, disons que votre enthousiasme à revenir, il va être un peu moins grand, et donc à apprendre, parce que le but, c'est ça, c'est d'apprendre. Donc, voyons-les au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ici, on a un préfixe, par exemple, K. Ici, on a un préfixe aussi. Vous voyez, K. On peut voir s'il te plaît, on peut voir le texte, parce que je ne suis pas du tout là. Alors, comment se fait-il que tu ne vois pas le texte? Parce qu'il est à l'écran, normalement.
Je l'ai tout petit. Tout petit, tu l'as tout petit. Alors tu l'as, ou alors tu l'as sur le PDF, ça c'est possible aussi. Oui. Alors, Il faut que je. Mais là, je peux suivre sur mon texte. ok, tu es sur le texte de Chenrezig? Est-ce que tu es sur le texte de Chenrezig? Oui. Oui. Très bien. Donc, il te faut arriver à... Et tac, tac, fait. Ouais, très bien, tu y es, tu y es. On est là. On est là, On est là. on est là. D'accord. On est là, très bien. Simplement, c'est clair que l'avantage... Alors, tu suis sur un ordinateur ou sur une tablette, c'est comment? Un ordinateur. Ordinateur, impeccable. Alors, à des moments, c'est vrai, quand je pointe une lettre, ça peut être pratique de regarder l'ordinateur. Par exemple, là, tu vois, je zoome, donc tu devrais le voir en grand. Tu le vois bien? Il faut que je l'affiche. Attends, je vais essayer de voir. Parce que normalement, sur ta session Zoom, tu devrais voir... ou alors, est-ce que c'est OK pour les autres? Vous voyez bien ou pas? Oui. Oui, OK. D'accord. Bah, c'est parce que c'est mal fait. Alors, je vais chercher. Ok, pas de problème. Non, mais pas de souci. Vas-y comme tu fais, en suivant le texte. Et puis, bon voilà, petit à petit, on va régler ça. Quoi, tu vas, en l'occurrence, parce que là, je peux pas arriver chez toi, on est bien d'accord. Mais il va y avoir la solution, j'en ai pas de doute. Mais on l'a, alors, un repère pour toi, Evelyne, on est en train de regarder la première phrase. Donc, Reda papeto sol. Et puis, l'idée, eh ben, c'était surtout de mentionner que, par exemple, sur la fin de cette phrase, donc, Kao yanaroyo kayo, donc on a bien kao, et kao, c'est un préfixe. Et on a ici kao sanaroso la sol. Alors c'est pour ça que, à force, vous apprenez que ka c'est un préfixe. Mais vous l'apprenez, voilà. Et vous allez aussi apprendre que le ta est un préfixe. Et vous avez votre deuxième, que vous retrouvez là. Et vous allez apprendre que le pas est un préfixe. Et vous en avez déjà 3 dans le texte. D'accord? Et donc, quand vous saurez que le pas est un préfixe, vous saurez qu'en aucune manière, le pas peut être préfixe. Parce que ce n'est pas le même. Donc les préfixes, et ce n'est pas tout à fait du hasard, les préfixes, ce sont les lettres, les troisièmes des séries, les lettres basses. Hein? Donc, c'est pour ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est à nouveau une connaissance qu'on va glaner au fur et à mesure du chemin. On l'attrape en chemin. Et c'est très bien, on l'attrape. OK. Donc, ce qu'on peut faire là maintenant, et ça serait bien à mon avis, alors j'hésite à vous redemander de déplayer, parce que c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, puis ça peut être un peu rébarbatif pour certains ou pas. Donc, je pense que cette fois-ci, je vais reprendre toute cette partie de texte, donc depuis Reda Papeto Yosol, et puis vous faire une espèce d'explication. Et au fur et à mesure, en cours de route, je vous pose des questions ou je vous montre des choses. On fait comme ça, on essaye? Ok. Ok, allons-y. Donc, Rida, on a vu, Rida, ça c'est un petit rappel. Rida, c'est l'animal sauvage. En fait, biche, on peut traduire par biche, c'est possible. Je vous ai dit quelque chose par rapport au Rida, c'est-à-dire à l'animal sauvage, c'est que Ri, ça veut dire montagne. Et ça, c'est un mot utile. Hein, c'est un mot utile, c'est un mot simple, Rida. Pourquoi? Parce que les animaux sauvages sont dans la montagne. Hein. On est toujours dans quelque chose de très imagé. On est très souvent dans quelque chose de très imagé. Donc, Rida. Ensuite, on a Pakpa. Pakpa, c'est la peau. Alors, je vous ai dit la dernière fois, Pakpa, si vous dites Pakpa, c'est noble. Et si vous dites Pakpa, c'est le cochon. Donc, les tons en tibétain sont extrêmement importants. Donc, ici, c'est la patapa. Hein, on a la patapa. Donc, la patapa. Ka, sa, pak. Donc on a pak, hein, on a le ka qui est suffixe ici, hein, le ka qui est suffixe, qui va donner le son un peu dur, un peu pak, hein, pakpa. Pakpa, c'est la peau. Donc pakpa, teyo, sol. Teyo, c'est la partie haute. Te, c'est la partie haute. Mais, c'est la partie basse. Alors ça, vous ne retiendrez pas, mais teyo, c'est la partie haute. Donc, si vous dites te, c'est une région du Tibet. Ça, vous pouvez le retenir comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que Ri, c'est la montagne, et te, c'est une région du Tibet. Alors, pour l'instant, ça, je vous le dis oralement.
Maintenant, si ça vous intéresse, je peux aussi imaginer faire toujours, ou toujours en tout cas quand ça s'y prête, un deuxième vocabulaire en extrayant les mots du texte pour en faire vraiment des mots de la langue parlée la plus simple possible. Si ça vous intéresse, moi je le fais volontiers. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, je le fais oralement, donc vous notez de votre côté. Voilà, mais évidemment, te, c'est une région, et je dis évidemment parce que c'est vrai que ça peut vous servir, ça peut vous être utile, ça peut nourrir votre curiosité aussi. Te, c'est une région du Tibet. Donc, rida pakpe teyo sol. Sol, c'est un verbe. Un verbe, alors là, dans la langue parlée, c'est très rare. Franchement, à moins de parler le tibétain super de la haute à la sa, ce qui existe, vous dites seul, c'est assez rare. Mais bon, il faut dire qu'il y a des Tibétains, des manières de parler le tibétain qui sont très classe, vraiment très très classe. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un message d'un moine qui vit dans le monastère de Chirag Rinpoché au Népal. Sevana est au courant, bien sûr, vu que c'est elle qui me l'a transmis, ce message. Eh bien, je peux vous dire qu'il a un tibétain magnifique, quoi, vraiment, avec les honorifiques, des formes, c'est très très beau. Donc il y a énormément de niveaux dans le sens de manière de parler la langue. Je pense peut-être, il me semble, un peu plus qu'un français. On a aussi des manières différentes, mais on a quand même une manière standardisée de parler la langue. Au Tibet, c'est pas tout à fait le cas. Parfois, ils se comprennent carrément pas du tout entre eux. Bon, bref, pour dire que seul, c'est très rare. Donc ça, vous n'allez pas utiliser. Dans la langue parlée, non. Mais par contre, Toyo seul, Toyo, ça, vous pouvez retenir. Toyo, c'est vraiment qui couvre le haut du corps. Donc, en fait, on est en train de dire que Chenrezig, il couvre le haut du corps avec une peau de biche. Rida Pakpa. Rida Pakpa. Donc, Rida Pakpa. Donc, si on voulait dire dans la montagne, il y a des animaux, on dirait comment? On dirait, alors là, je vous le dis comme ça, on est peut-être un peu plus rapide. Rila, Rida Yore. Donc là, de nouveau, ça vous donne une possibilité de créer une phrase très simple. Rila, dans la montagne, Rida Yore. Il y a des biches, il y a des cerfs, il y a des animaux. Donc c'est super simple. Donc vraiment, ce que j'essaye aussi de faire, et je pense que vous le comprenez ou vous le captez, c'est de complètement dédramatiser l'apprentissage du tibétain. C'est vraiment presque finir par nous dire que oui, finalement, c'est faisable. Et c'est simple. Et c'est vrai, moi j'y crois volontiers. Je ne dis pas que c'est évidentissime, mais c'est pas non plus un truc impossible, quoi. On n'est pas... je sais pas, le chinois m'impressionne beaucoup plus, en tout cas pour l'écrit, que le tibétain. Parce que le chinois, je sais que si je veux à peu près lire le journal, il me faut au minimum 2000 à 3000 caractères. C'est super compliqué. Par contre, le chinois parlé semble pas si compliqué que ça. Donc le tibétain, je crois qu'il est vraiment accessible, autant du point de vue parlé, je suppose que ça doit être moins compliqué que l'allemand ou que le français, largement. Le français est une langue super compliquée. Donc ici, voilà, ri là, dans la montagne, rida yore. Voilà. On a fait notre première phrase. Mais on a fait notre première phrase en disant rida pakpa, rida pakpe, teyo sol. Ce qui peut vous aider aussi, c'est même dans la visualisation, c'est quasiment de mimer les phrases. C'est-à-dire, vous pouvez très bien rida, rida pakpa, teyo sol. C'est-à-dire faire le geste. Alors, je ne sais pas que vous deviez le faire maintenant, mais c'est pour faire que quand vous apprenez le texte, ça ne soit pas simplement un mot. Encore une fois, de créer un lien émotionnel, un lien tactile, un lien sensible avec les mots. Rida pakpa, l'épaule gauche, rida pakpa, teyo sol. Deuxième phrase. Pas, mais... Excuse-moi. Oui, bien sûr. Et si je dis Teyok, sol, C'est pas grave. une erreur. Non, c'est pas une erreur. En plus, tu peux être sûr qu'il y a des Tibétains, si tu vas au Ladakh, qui vont te dire Stoyok, donc il n'y aura pas de problème. Donc non, c'est pas une erreur. C'est plutôt Teyo, bon, parce que aujourd'hui, on prononce plutôt comme ça, mais franchement, c'est pas une erreur grave. C'est pas du tout de l'ordre de grave. Vous entendez des Tibétains dire un Trachit de Lek, ça arrive. Et d'autres qui vous disent Trachit de Lek.
Et puis, voilà, c'est des histoires d'accent, c'est des histoires d'habitude. Non, c'est pas si grave, hein. Teuyo seul. Moi, je vous le prononce comme je l'ai appris, mais bon. En même temps, je suis pas tibétophone, hein. Évidemment, si vous entendez le texte avec un tibétain, ça change aussi, hein. Ça, on est complètement d'accord. D'ailleurs, à l'occasion, ça sera certainement intéressant de... Mais bon, bref, on pourra voir ça. Ensuite, deuxième phrase. Donc, Epa mepe ou genchen. Hein? Epa mepe ou genchen. Alors, Epa me, pour nous, ça, c'est important. Epa me, ça veut dire le Bouddha de lumière infinie, le Bouddha Amitabha. Ça, c'est typique si vous vous intéressez au Dharma, mais je pense que c'est le cas, vu que sinon, ce serait, disons, plus étonnant de vous retrouver ici. Mais Epa-me, ça peut vous être utile. C'est le Bouddha Amitabha. C'est bien de le connaître. Parce que les Tibétains, ils ne vont pas dire Amitabha, hein, ils vont dire Epa-me. Hein. Donc, voilà. Pour eux, les noms sanscrits sont vraiment réservés au texte. Ce sera rare qu'ils, par exemple, Avalokiteshvara, ils ne le disent pas. Ils le savent, certains. Mais certains ne le savent pas aussi. Hein. Bon, Avalokiteshvara, peut-être qu'ils le savent tous. Mais pour dire qu'ils ont vraiment, comme nous, on aurait francisé les mots du Dharma, eux, ils ont tibétanisé les mots du Dharma. Alors, à tel point que les mots du Dharma sont devenus, en tibétain, presque langue sacrée. Donc ça, c'est quand même très fort d'avoir réussi ça. Mais bon, pour dire que Epa-me, ça veut dire le Bouddha Amitabha, et c'est bien de le savoir. Là, on voit Epa-me-pe. Alors ça, c'est assez particulier, parce qu'on a mais, et d'ailleurs, on le retrouve ce mais ailleurs, ici. Et vous avez peut-être vu dans le point de grammaire que j'ai un peu insisté sur mais. Parce que là, ça nous donne une occasion de voir une construction verbale qui est importante. Attendez voir pourquoi ça ne marche plus. Ça alors. Comment ça se fait? Je voulais vous pointer là. C'est mon truc qui... Mais là, ça marche toujours. Pourquoi? Ah oui, hop, voilà. Ah voilà, ça marche de nouveau. Très bien. Donc, ok. Donc, Epa, me, pe ou genchen. Alors, on a E. E, c'est la lumière. Donc, le Bouddha de lumière infinie. E. Ensuite, Pangme. Pangme, ça veut dire on n'arrive pas à se le figurer. C'est-à-dire on n'arrive pas à mettre ça dans la boîte. Bon, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc, Epa-me, c'est lumière infinie. On traduit en général infini, mais infini, c'est Tsepa-me, plutôt. Epa-me, c'est vraiment quelque chose... Alors, c'est le Bouddha de lumière infinie, parce qu'on est habitué à ça, mais c'est vraiment le Bouddha dont on n'arrive pas mentalement, conceptuellement pour nous, à pouvoir cerner ou nous figurer la lumière. C'est quelque chose qui est on pourrait dire incroyable, hors concept. Ça serait plutôt, ce serait plus juste, littéralement. Le côté, c'est impensable. Impensable pour dire c'est bien au-delà de ce qu'on arrive à penser. Donc le Bouddha Amitabha, c'est assez beau parce que finalement on parle de la lumière du Bouddha Amitabha. Le Bouddha Amitabha représente quelque chose de très important par rapport à Chenrezig. Et là, on sort un peu du tibétain, pas complètement, mais est-ce que vous connaissez le rapport entre le Bouddha Amitabha et Chenrezig? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Oui. Oui? Ok, très bien. Donc le Bouddha Amitabha, il représente quoi dans ce cas? Patrick, par exemple, t'as hoché de la tête. Je sais pas, l'aspect de compassion du Bouddha Amitabha? Alors, non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compassion, le Bouddha Amitabha, on est complètement d'accord. Mais on est dans ces différents kayas, c'est-à-dire dans les différents corps. Donc, Chenrezig représente Chenrezig représente le corps de jouissance. Hein. Il est typique du corps de jouissance. Toute la description qu'on fait là de Chenrezig, c'est une description d'un corps de jouissance, c'est-à-dire du Sambhogakaya. Longdieu Zopeku en français. Alors là, pour l'instant, on est resté collé au texte. Hein. Après, oui, peut-être qu'après la deuxième étape, mais pas tout de suite, hein, ce serait d'étudier le commentaire. Donc on verrait des choses apparaître qui sont extraordinairement intéressantes. Mais le Bouddha Amitabha, c'est pas le niveau du Sambhogakaya, c'est pas le niveau du Nirmanakaya, donc c'est le niveau du
C'est pas le quatrième. Dharmakaya. Dharmakaya. On a le Dharmakaya, et le Dharmakaya, c'est l'aspect absolu. Donc le Bouddha Amitabha, il représente l'aspect absolu. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous glisser des pots de banane, ce n'est pas le but. Ce que je suis en train de vouloir faire, c'est de vous dire que comme par hasard, et c'est logique, il y a quelque chose dans le Pame qui est dans le caractère inconcevable, quelque chose qui colle assez avec le côté Dharmakaya du Bouddha Amitabha. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire que le Bouddha Amitabha, il représente le Dharmakaya. Le Dharmakaya, c'est l'essence. Ça veut donc dire que Chenrezig procède du Bouddha Amitabha. Chenrezig, on se le figure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se représenter mentalement le Bouddha Amitabha, c'est pas ce que je suis en train de vous leur dire. Mais on se le figure parce que les bodhisattvas, souvent, on va les représenter comme on est en train de décrire ici. Le Chenrezig, c'est-à-dire avec les ornements royaux. C'est quoi les ornements royaux ? Alors sachez, peut-être vous le savez déjà, mais ça c'est hérité de la tradition indienne, et c'est les rois, c'est les princes, donc c'est tout le signe de la magnificence, mais c'est aussi des signes qui sont en rapport avec les gens, de ce que les gens savent. Pour nous, ça nous semble un peu bizarre tout ça, mais essayez de vous mettre au 15e, 14e en France, on ferait une description d'un roi assis sur son trône, vous capteriez tout de suite. C'est-à-dire vous auriez comme imaginaire, intérieurement, bien tout de suite la représentation du roi. Vous parleriez de sa couronne, vous parleriez de ses joyaux, de ses ornements, de ses vêtements, etc. On est dans le même rapport. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'ici, on n'est pas dans une énumération technique, on est aussi dans quelque chose qui touche l'auditoire qui en a conscience, parce que ça lui rappelle quelque chose. Ça lui rappelle cette image de la royauté. Parce qu'il est plus facile de se figurer un roi sur son trône que quelque chose de l'ordre du Dharmakaya qui nous échappe. Hein? Donc le Dharmakaya, ça, c'est cette nature ultime, la nature de la vacuité. Et donc, Chenrezig émane de ce Dharmakaya. Et pour nous rappeler de sa filiation, on a là exactement ce qui indique la filiation. C'est-à-dire que le Bouddha Amitabha, Ugyen Chen. Ugyen, c'est l'ornement de la tête. Et c'est pour ça, et à juste titre, que c'est aussi traduit par couronne. C'est mieux de dire diadème, mais c'est couronne aussi. Donc il couronne, mais pas au sens non seulement figuré, mais au sens propre, comme un roi est couronné. Ok ? Donc ça, les éléments que je rajoute ici, c'est pour faire qu'il y ait un peu de chair autour du squelette. C'est que, voilà, qu'on comprenne ce que peut représenter Chenrezig. Et si on le voit comme un roi, c'est aussi le roi de la compassion, c'est aussi, tout à coup, le corps de jouissance, il prend une autre connotation. Donc ici, Ugyen Chen. Alors, c'est quoi le rôle du Chen ici ? Le rôle du Chen, il est très simple. Vous l'avez dans le vocabulaire, c'est simplement pour dire être doté de, ou posséder, être accompagné de. C'est pour ça que l'exemple dans le vocabulaire, je prends l'exemple classique, Semchen. Semchen, vous savez ce que c'est ? Semchen, c'est des Jowa. D'accord ? Quand je vous dis Semchen, c'est des Jowa, ça tilte ou pas ? Ou la lumière s'allume pas ? C'est bon ? Non ? Ok. Merci Géraldine. Il faut vraiment le dire, hein ? Parce que je vous tente de temps en temps des petites piques, comme c'est pas des piques, mais c'est un peu, voilà. Jowa, c'est les êtres. Hein ? Jowa, c'est les êtres. Ok ? Yes ! On va y arriver, non, il n'y a pas de problème. Donc, des Semchen, c'est des Jowa. Hein? Donc, si par exemple, vous diriez une phrase, je vous dis que Chikpa, ça veut dire même. Hein, même. Eh bien, voyez la phrase. Jowa Tang Semchen. Ok? Jowa Tang Semchen. Chikpare. C'est la même chose. Quand vous connaissez Chikpare, vous savez dire c'est la même chose en tibétain. C'est très simple. Et là, si vous avez envie, hop, vous glissez le Chikpare dans la poche. Parce que Chikpare, ça sera toujours, c'est la même chose. Donc, Jowa Tang Semchen, Chikpare. Les êtres et, donc Jowa et Semchen, c'est le même sens. C'est-à-dire que Semchen, c'est simplement plus précis, c'est ce qu'on appelle sentient beings en anglais, c'est-à-dire les êtres sensibles.
Mais les êtres sensibles, en comprenant que ce sont les êtres dotés d'expériences sensorielles. Littéralement, c'est ça. Parce que sem, ça veut dire l'esprit. Donc ici, tout ça pour parler de Ugyen-chen. Parce que Ugyen-chen, c'est la même construction. Sem-chen ou Ugyen-chen, c'est la même chose. Et vous en verrez d'autres, des constructions de ce genre. Une fois de plus, voilà un exemple de construction qu'on peut faire en tibétain, très facilement. Donc Ugyen-chen, ça veut dire qui possède, en l'occurrence, ça veut dire qui possède la couronne, qui est donc couronnée. Pourquoi il me fait des blagues là? De temps en temps, mon pointeur ne se pointe plus. Pourquoi il me fait ça? Bon, ça défile toujours. Alors, bon, c'est pas très grave parce que vous voyez où on en est, mais quand même, c'est pratique le pointeur. Alors, pourquoi il me fait ça? Attendez voir, je vais juste... Voilà, je vais faire comme ça, et puis je vais rouvrir, et peut-être ça ira mieux. Est-ce que ça va aller mieux? Voilà. Mais non, toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, c'est peut-être à cause de ça. Ah oui. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Je lutte contre la technologie. En fait, c'était pas de la technologie, il fallait que je visse la pointe. Vous voyez comme quoi. Bon, bref. Alors, ok. Donc, Ugyen-chen. D'accord? C'est tout clair? Donc, qui est couronné, qui possède la couronne. Et la couronne, c'est qui? C'est le Bouddha Amitabha. Donc, Epame Pe Ugyen-chen. Là, on a un génitif pour dire que c'est le Bouddha Amitabha qui couronne. C'est un drôle de lien, on est d'accord. Mais on peut le comprendre aussi en disant il est couronné par. Couronné par le Bouddha Amitabha. Ou alors on pourrait dire que la couronne, c'est une couronne d'Amitabha. D'accord? Comme vous diriez avec nos fameux exemples, Gyami Sakang, si vous avez Gyami et puis Sakang, avec un génitif au milieu, ça veut dire chinois et puis restaurant. Donc restaurant chinois, Gyami Sakang. Donc ici vous avez Epame Pe Ugyen. Donc Epame Pe c'est chinois, Ugyen c'est restaurant. Donc si restaurant chinois, donc ici couronne Amitabha. Donc couronne d'Amitabha. Vous voyez l'idée? Comme construction? Bon, si vous ne voyez pas du tout, vous me dites, mais ce que je veux dire par là, je suis en train de vous expliquer le lien qu'il y a entre le Bouddha et la couronne grâce au génitif. Et pour dire que, comme toujours avec un génitif, c'est un lien de déterminant, déterminé. Ça veut dire que la couronne, ou le fait d'être couronné, ça c'est ce qui est déterminé par le Bouddha Amitabha. Donc c'est la couronne du Bouddha Amitabha, ou la couronne de la qualité d'Amitabha. Et donc on comprend beaucoup mieux le côté Dharmakaya. Ça veut dire qu'en fait, Chenrezig est couronné non seulement par le Bouddha Amitabha, d'accord, mais il est couronné par le Dharmakaya. Ça veut dire que ce qu'il a au sommet de la tête, et là vous savez bien sûr que dans la tradition indienne, mettre au sommet de la tête, eh bien c'est évidemment un principe d'autorité. Mais là je dis tradition indienne, mais tradition occidentale c'est la même chose. La couronne, vous ne la mettez pas au pied. Donc le pouvoir, vous le mettez en haut. Et puis si vous voulez dire votre respect, votre dévotion, votre soumission, vous direz au pied de ma belle. Voilà, dans les chansons romantiques. Bon, bref, être au pied de, évidemment. Et être au pied, ça veut dire respect. Donc ça veut dire que si je suis au pied, je suis en dessous. Et d'ailleurs, quand on dit au pied, on n'est pas simplement en train de localiser une partie du corps. C'est aussi une manière de dire au pied. Donc toi, tu viens là et tu ne discutes pas au pied. Donc il y a vraiment l'idée d'une hauteur. Donc on retrouve ça, Epame Pe Ugyen-chen. Donc voilà, Chenrezig est couronné par le Bouddha Amitabha et donc il se réclame il est sous l'autorité du Dharmakaya. C'est son pouvoir qui est la couronne. Son pouvoir est celui du Dharmakaya. Son pouvoir lui est donné par le Dharmakaya. D'une certaine manière, symboliquement. Là, c'est une explication symbolique.
Ensuite, donc, Shamni Dorje Kiltung Shuk. Shamni Dorje Kiltung Shuk. Ça, vous connaissez le texte, donc c'est pas très neuf pour vous. Shamni, c'est les deux pieds. Très simple. Shamni. Alors là, vous avez des exemples à tire-larigot. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel mot plus ni, ça veut dire deux. Kushuni, deux pommes. Hein, avant, on parlait des Jowa, alors, ou Semtien. Semtien ni, ça veut dire deux êtres. D'accord? Donc, il y a deux êtres. Semtien ni yore. C'est très simple. Donc, ni, c'est super pratique. C'est le chiffre 2. Voilà. Shabni. Shab, les jambes. Plutôt que kangpa dans la langue parlée. Mais ça intervient dans le vocabulaire. Alors, bon, voilà. Donc, Shabni. Ensuite, Dorje. Dorje, c'est Vajra. Ça, rien d'inconnu pour vous. Hein? Donc, Shamni. Voilà. Tac. Et ensuite, on dit Dorje Chiltung. Shamni, Dorje Chiltung. Et Dorje Chiltung, Chiltung, ça veut dire enlacé. Enlacé en lotus. Quoi, enlacé en Vajra, normalement. Donc la posture Vajra, hein, Chiltung, c'est aussi asana. Donc la posture Vajra, c'est les jambes, ce que nous on appelle jambes en lotus. Mais jambes en lotus, c'est plutôt jambes en dorje. Parce qu'un dorje, c'est un encroisement, comme on le voit, hein, c'est un encroisement de cornes. Donc c'est les cornes, on appelle ça des cornes en tibétain, pour dire ces pièces de métal qui sont les pointes. Hein, on parle de dorje à 5 pointes aussi. C'est un encroisement, un enchevêtrement. On pourrait dire que c'est un enchevêtrement. Dorje chiltung. Shuk, ça veut dire assis. Ça, c'est très utile dans le tibétain parlé. Si vous arrivez chez quelqu'un, il va vous dire « chou, chou ». Ça veut dire « assieds-toi, prends place ». Chou. Et c'est tout le temps. Chou. Si vous dites, si vous partez, si c'est vous qui partez, vous dites « kale chou ». C'est-à-dire vous restez tranquille. Moi je pars, vous restez tranquille. « Kale chou ». Puis celui qui part, vous lui dites « kale pe ». Donc partez bien, partez tranquille. Donc, il y en a un qui lui dit « kalepe », donc partez tranquille, si celui qui part. Puis celui qui reste, on lui dit « kaleshu », donc « chou » pour dire « rester ». Donc, Shamni, Dorje, Chiltung, Dorje, Chiltung, chou. Donc, ça veut dire qu'il est assis dans la posture du Vajra avec ses deux jambes. Très simple, hein. Là, c'est pas très compliqué. C'est surtout du vocabulaire, de la compréhension, on pourrait dire symbolique, philosophique éventuellement, mais sinon c'est pas compliqué. Time, c'est sans impureté. Alors là, vous avez vu ensuite dans la note grammaticale la construction de time, surtout de me, qui est très intéressante. Dawar japtenpa. Alors dawa c'est la lune. Là, vous avez un génitif. Excusez-moi, vous avez une particule oblique. Donc, dawar, ça veut dire vers, vers la lune. Jap, c'est le dos. Ten, ça veut dire qu'il s'appuie. Dans le vocabulaire, vous avez vu que l'exemple avec ten, c'est par exemple s'appuyer. Quand on dit s'en remettre à un maître spirituel, c'est lama la ten. Donc là, on dit dawar jap ten. Hein, donc, lama la ten, ça veut dire s'en remettre à un maître spirituel. Et s'en remettre, ça veut dire ten. Ten, c'est vraiment s'en remettre, s'appuyer contre. Hein. Quand on dit chöten, un chöten, c'est un stupa. Donc ten, tenpa, ça veut dire stable. Samten, c'est la stabilité mentale. Il peut y avoir des orthographes un peu différents avec ten. Mais ten, ça a toujours l'idée de support, de stabilité. Donc, et ici, en l'occurrence, tenpa, c'est s'appuyer contre. Donc, ça veut dire qu'il s'appuie, son dos, gap, le dos, l'arrière, parce que gap, c'est derrière. Dune, c'est devant. Ça, c'est aussi un mot très, très utile dans la langue parlée, parce que c'est bien de savoir dire derrière. Gap, dune. Dune, c'est devant. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez noter. Dune, gap. Dune, c'est devant. Gap, c'est derrière. Donc, ça veut dire que le gap, l'arrière, elle s'appuie contre une lune immaculée. Time Dawa. Time Dawa, c'est la lune immaculée. Time Dawa, ça pourrait être un prénom. Time Dawa.
Alors vous avez vu dans la note grammaticale, mais c'est très intéressant. Parce que mais c'est la négation de ye. Hein? Donc, ici, du coup, qu'est-ce que je vous ai dit dans cette note grammaticale? Juste pour voir. Oui. Donc, timme. Donc, ti plus me. Négation de ye, il y a se trouver. Et du coup, ça m'a fait... Ouais, ben, c'était l'occasion qui faisait le larron pour parler des trois formes. Ye, du, yore. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de choses. Quoi. Il y a forcément beaucoup de choses à dire autour de ça pour l'intégrer complètement. Mais l'idée, c'était surtout d'utiliser le texte pour dire, quand on dit timme, pour dire il n'y a pas d'impureté. Donc timme. Et du coup, si on sait timme, donc sans impureté, ça veut dire qu'on sait qu'on est en train de dire timme. Donc si vous dites que vous n'avez pas de pomme, vous dites kushume. D'accord? Alors ça par contre, le lien, vous ne le faites pas de manière très évidente, mais c'est pareil. Hein? Ngala kushume, kushume. Je n'ai pas de pomme, kushume. Time, ça veut dire il n'y a pas de mauvaise odeur. Littéralement, ti, c'est l'odeur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la notion de saleté est liée à l'expérience olfactive, en fait, et non pas visuelle. Ce qui est assez cohérent, en fait. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est pourri sent mauvais, mais quelque chose qui... c'est vrai qu'avec la vue, on n'est pas certain qu'une chose puisse être réellement... il peut y avoir quelque chose qui est un œuf pourri, il n'est pas forcément dans sa forme différente d'un œuf qui ne l'est pas. Il peut, hein, on est d'accord. Mais c'est pour dire que là, ici, la notion de pureté, elle est associée à l'odeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'odeur. Mais on n'est même pas en train de dire qu'il n'y a pas d'odeur, de mauvaise odeur. On est simplement en train de dire qu'il n'y a pas d'odeur. Littéralement. Mais pour nous, c'est très intéressant, parce que c'est la négation. Donc, kushume, je n'ai pas de pomme. Hein? Par contre, mais, ici dans la construction, quand on dit time, on utilise une forme qu'on utilisera pour je, pour soi. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on parle à la première personne. C'est pour ça qu'il faut être souple avec les verbes en tibétain, les auxiliaires. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous le rappelle et je vous le dirai souvent, il n'y a pas de conjugaison en tibétain. Ce qui fait que là, on n'est pas dans le verbe à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel. Non, non, pas du tout. On utilise une des formes de l'auxiliaire, c'est-à-dire la forme qu'on utilise en général pour la première personne, on utilise une des formes pour construire un mot, time. Donc, time dawar, l'une immaculée, l'une parfaite, l'une sans odeur, évidemment, hein, littéralement, mais ça ne marcherait pas, ça ne serait pas très joli. Donc là, c'est vraiment la lune immaculée, hein, la lune pure, une pure lune. Donc, gap tenpa, le do, gap, il est appuyé contre la lune. Et ensuite, on a kamne, kundu, ngoworujur. Ça, c'est important. Kamne, c'est les lieux de refuge. Hein, kamne, kabne. Ne, c'est les lieux de refuge. Ne, vous retrouvez ça dans la langue parlée, par exemple, pour dire faire un pèlerinage. Un pèlerinage, on construit le mot en disant nekor. Pourquoi? Parce que ne, c'est les lieux saints, c'est les lieux importants. Ne, c'est les lieux. Quand vous dites nekor, kor, ça veut dire tourner. Ça veut dire que vous faites le tour des lieux. Ce qui veut dire pèlerinage. Nekor. Je vous dis, c'est une langue super pratique. Vous faites du Lego, quoi. C'est du Lego linguistique, le tibétain. Donc, voilà. Kamne. Donc, kamne, c'est les lieux de refuge. Les lieux de refuge, c'est quoi? Bien sûr. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Oui, bah, vous connaissez par cœur, ça, bien sûr. Mais bon, les lieux de refuge, c'est Sangye, Che, Gendun. Exact. Voilà, c'est clair. Donc, kamne, c'est les lieux de refuge. Donc, ça veut dire les lieux de refuge. Kundu. Kun, c'est tout. Ça, c'est très important, le kun. Hein. Vous trouvez tout le temps. Vous avez tous, plus ou moins, je pense, entendu parler de Kuntu Sangpo. Kuntu Sangpo, Samantabhata. Kun, c'est le même kun. Hein? Kun. Kun Kyap.
Hein, c'est aussi un mot qu'on entend souvent. Donc, qu'une, ça veut dire tout, c'est la totalité. Du, ça veut dire deux pas. Ça veut dire qui condense. Donc, kundu, ça veut dire qui contient, qui condense la totalité des lieux de refuge. Donc, kamne kundu, kundu, c'est aussi la personnification. Ça veut dire qu'il en est l'essence. Hein. Il contient la totalité des lieux de refuge. Et là, bien sûr, qu'on parle, évidemment, toujours de Chenrezi. Et donc, on dit Ngorojur. Et vous avez vu la construction, elle est assez particulière de Ngorojur. Alors oui, c'est une particule, on peut dire clairement que c'est une particule oblique qui nous permet de créer ce genre de choses, mais c'est une construction qui s'établit de cette manière avec le gyur, qui vient du sanskrit, qui veut dire bhuta, et qui est une manière de dire qui possède la qualité de. Donc la qualité de l'essence. Donc on pourrait dire qu'il est l'aspect essentiel qui réunit la totalité des refuges. Je vous ai fait un petit laïus sur Ngoborojur, je crois, ici. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça ici. Non? Donc là, à l'occasion, vous pouvez aller jusqu'à la page 3. Non, mais bon, je plaisante. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, ici, Ngoborujur indique donc être en essence. Hein. C'est le fait de, voilà, transformer. Le gur, évidemment, gur, c'est transformer. Quoi, je dis évidemment parce que c'est le verbe transformer. Mais c'est une construction qui vient du sanskrit, comme j'ai écrit ici, bhuta, pour indiquer une présence ou une qualité en quelque chose. Donc là, présence, qualité en quelque chose, on est typiquement là-dedans en disant, eh bien, ngowo, c'est l'essence, ngoworujuru, ça veut dire qu'il est ça en essence. Et en essence, il est la totale réunion de tous les lieux de refuge. Et on parle de Chenrezi comme ça. Voilà, donc Chenrezi, vous voyez, c'est quand même quelque chose de... Bon, quand on vient dans le texte comme ça nous permet aussi de nous familiariser un peu mieux, de manière un peu plus claire, à l'égard de qui est Chenrezi, je pense. Parce que c'est plus juste une visualisation technique, c'est tout à coup, ça commence à... Voilà, éventuellement, il commence à habiter pour nous, ou à prendre un sens pour nous plus fort, plus perceptible, je ne sais pas. Donc voilà, il n'y a pas de réelle difficulté dans ce texte. Là, vous avez bien sûr le vocabulaire, qui est assez simple. Oui, je crois. Après, maintenant, bien sûr, que si vous voulez retenir la totalité, ça fait quand même pas mal. Parce que vous avez les formes verbales, parce que vous avez les équivalents honorifiques, non honorifiques. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Et puis, il y a ce petit point de grammaire. Alors, qui de nouveau, là, ici, ye, du, yore, l'idée, c'est, vous avez des exemples simples. Ah, j'ai oublié de vous le mettre en phonétique ici. Il faudrait que je vous le mette aussi en phonétique, ça pourrait vous aider. Ngala, chu, ye, chu, du, chu, yore. Voilà. Mais ça, va falloir vous... Là, il faut que vous repreniez d'autres mots du vocabulaire qu'on a vu dans le texte, et puis vous les transposez, vous les mettez dans ces exemples. Mais vous pouvez aussi, j'aurais presque pu vous le mettre aussi à la forme négative. Moi, je ferai ça tout à l'heure et je vous renverrai le PDF. Parce que comme ça, vous aurez la forme négative aussi. Parce que ngala chuye, si vous dites je n'ai pas d'eau, c'est ngala chume. C'est juste ça. Donc on va utiliser le ti me, le me de ti me, et puis on va dire ngala chume, chudu. Ok, il y a de l'eau, et il n'y a pas d'eau. Chu mindu. Très simple. Chu yore, chu yomare. Il n'y a pas d'eau. Et puis vous avez vos formes. Voilà. Est-ce que c'est tout clair pour cette partie? Y a-t-il des questions? Ou pas? Puis la prochaine fois, ben voilà, on passe à la suite du texte, c'est évident. Mais on va voir, je pense, plein d'autres choses encore, quoi, comme toujours. Ça va, vous suivez?
Non, mais en même temps, c'est suivable, hein. En même temps, c'est suivable. Il faut faire une différence entre suivre et tout retenir. Donc, si je vous demande tout retenir, mais évidemment, vous ne retenez pas tout. Ce qui est important pour moi, vraiment, je pense que pour moi, c'est important, mais pour vous aussi, bien sûr. Mais pour moi, c'est important, c'est l'idée de suivre, c'est si vous n'êtes pas paumé, quoi. C'est-à-dire si petit à petit, il y a quand même, si ça, voilà, si ça fait sens en vous. Ça, c'est super important. Et puis, si petit à petit, il y a des éléments qui font de plus en plus sens, ça serait idéal. Mais tout retenir, non. Maintenant, avoir l'impression de rentrer un peu dans le texte et puis de comprendre un peu mieux, ça serait déjà pas mal. Sarah? Oui, Evelyne? Oui, la semaine dernière, j'étais complètement perdue Ouais, parce que j'étais encore malade aussi. oui, tu vas mieux d'ailleurs. Comment? Tu vas mieux, j'espère. Eh bien, ça commence tout juste. Ok, waouh. Donc, c'est pour ça que j'ai dû laisser passer des choses. Mais ce qui m'a sauvé la vie, si on peut dire, c'est que ce sont les dernières ressources que tu as envoyées avec l'alphabet, les signes voyelles et l'audio. D'accord. Alors, j'ai commencé par ça. Et effectivement, là, déjà, tout a été, enfin tout, ça a été beaucoup plus clair. Beaucoup. Ok, Et super. voilà. Donc, je vais continuer et je travaille avec la combinaison de l'alphabet avec les signes voyelles. Ouais, J'essaie de bien posséder ça avant de passer à la suite, mais ça a été d'une aide fantastique, franchement. génial. Génial, génial. Non, mais c'est très bien. Par rapport, si, comme Evelyne, voilà, vous avez l'envie d'aller regarder un peu comment on construit cette compréhension de la lecture, donc vous entraînez à la lecture, vous n'hésitez pas à envoyer des messages sur le groupe WhatsApp, ou même en privé, hein. C'est tout à fait faisable. Et puis vous pouvez même, ça m'est arrivé, de quelqu'un qui envoie, par exemple, un extrait audio. Donc j'écoute, je vous fais un commentaire là-dessus, hein. Le groupe WhatsApp, il est aussi là pour, vous le voyez d'ailleurs, ça marche assez bien, moi je trouve. C'est plutôt sympa. Il y a des rapports les uns avec les autres, on se donne des coups de main, et c'est tout le sens de créer un groupe. C'est pas juste, voilà, pour avoir un groupe WhatsApp. C'est qu'on s'en serve de cette manière, et donc aussi pour le feedback, et donc pour l'encouragement au fur et à mesure de votre étude. S'il y a une syllabe sur laquelle vous crochez, bon, ok. Si vous avez envie, vous dites, ah, il faut que je lui demande la semaine prochaine, bah, vous pouvez largement le demander avant la semaine prochaine, hein. C'est juste que vous vous sentiez à l'aise pour intégrer ça non seulement comme un moyen d'information, ce qu'il est, mais aussi comme une aide à l'étude. Alors, je ne suis pas non plus croché sur mon téléphone tout le temps, mais quand même beaucoup, en fait. Et puis, donc, du coup, bah, c'est aussi une manière d'être en lien et puis de répondre. Voilà. Ok. Bah, écoutez, si c'est plus ou moins clair, c'est parfait. On peut s'arrêter là. D'accord? Et puis on prend. Voilà. Et puis alors, par contre, comme vous le savez, pas de cours ce jeudi, mais on se retrouve le jeudi d'après. Je vais juste vérifier parce qu'il y avait ces histoires de Lessard. Attendez voir, je veux juste être sûr qu'il n'y a pas une mauvaise surprise. Parce que ça veut dire que le. Ah oui, bah ce sera le jour du Nouvel An. Ce sera le jour du Lessard. Ce sera le jour du Lessard. Oui. Eh ben, écoutez, ok, donc très bien, le jour du Lessard. Normalement, on fait rien. Si on était tibétain jusqu'au bout, on fait rien le premier jour du Lessard, le premier jour. Mais bon, en même temps, déplacer le cours, c'est un peu compliqué parce que, voilà, on n'est pas au Tibet quand même. Donc, on va garder le 3 mars, d'accord? On garde le 3 mars? Ok. Je vous verrai en replay alors. Ouais, alors, ou alors un replay, ou alors on déplace au... Oui, on peut aussi déplacer au 4, hein, si vous voulez, ça va aussi pour moi, hein. Mais sinon, ça, on peut se le dire par groupe WhatsApp, hein, éventuellement. Si jamais il y avait une grosse majorité de gens qui veulent qu'on fasse le cours le 4, bon, ça serait une possibilité. En tout cas, c'est juste pour vous dire que pour moi, ça irait, si vraiment il y avait une envie. Et sinon, on se voit le 3. Voilà. Et puis, on va conclure là, avec une dédicace concise mais profonde, et on se dira au revoir. Sonam diye tamche zingbane domne nyebe ranam pamjen. Kega na jen balam chumpa ye sibe zole jowa junwarai sho.
Voilà les amis, merci beaucoup pour tout ça. Bonne émission. Ouais, ah bah oui, jeudi, oui, tout à fait. Je vous tiendrai au courant pour les jours de diffusion. Je ne sais pas du tout quand ce sera, mais on verra bien. En tout cas, c'est sympa de faire un petit crochet par Paris. Et à bientôt. Bonne étude, bon courage. Et puis, groupe WhatsApp, hein, si jamais un problème, vous envoyez un petit message. Belle journée. Au revoir à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao. Au revoir.